En février 2012, le Masque a sélectionné 4 autres critiques vidéoludiques susceptibles d'être intéressants afin de créer un magazine d'un genre différent, un magazine de critiques vidéoludiques basé sur l'idée que la francophonie pouvait proposer quelque chose de différent que ce qui est proposé à travers le monde, quelque chose de compact, d'intelligent, d'érudit, d'argumenté. C'est la voie que nous avons essayé de défricher et dans cet épisode-ci, je vous présenterai le dernier des pixels d'argent. Salut tout le monde. Je suis le Masque, le plus grand critique vidéoludique jamais sorti de Belgique. Et dans cet épisode-ci du Pixel d'Argent, nous avons une particularité. Nous avons fait gagner un concours à quelqu'un, un Belge, un petit homme comme vous et moi. Et le voici. Est-ce que tu es content d'être dans un nouvel épisode du Pixel d'Argent? Ouais. Le concours, c'est dur? Non. Et maintenant, Don Pasqualino avec une critique de Faster Than Light. Quand on joue aux jeux vidéo, il y a de ces titres qui parviennent à nous empoigner et à nous transporter pendant des dizaines d'heures malgré une apparente simplicité. C'est le cas pour FTL Faster Than Light. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu avec un design minimaliste, des backgrounds pixelisés et une résolution qui ne dépasse même pas le 720p puisse avoir une telle aura et nous propulser dans une aventure spatiale encore plus prenante par moments que celle que pourrait nous proposer un Mass Effect, même avec sa création d'univers inimaginable, ses environnements époustouflants et ses milliers de pages de dialogue. Comparé à tout ça, les ambitions de Subset Games pour FTL pouvaient sembler bien pauvres, mais c'était sans compter sur un outil magique dont dispose au moins une petite partie des gamers, le cerveau humain. Pour ceux qui vivraient dans une nébuleuse depuis 2 ans, rappelons d'abord qu'FTL est un jeu de stratégie en temps réel qui vous met aux commandes d'un vaisseau spatial. Vous devez parcourir la galaxie pour livrer des informations précieuses à la Fédération qui combat une armée rebelle. Et précision importante, il s'agit d'un roguelite, ce qui veut dire que les événements que vous rencontrerez au cours de votre parcours sont générés de manière procédurale et que l'échec est permanent. Il n'y a pas de sauvegarde et si vous mourrez, vous recommencerez à votre point de départ. C'est un élément qui a son importance, j'y reviendrai. Si on y regarde de plus près, le côté scénaristique d'FTL se contente vraiment du minimum syndical. Comme l'aventure est procédurale, on ne fait que de sauter d'un événement aléatoire à un autre sans aucune forme réelle de liant pour faire apparaître tout ça dans une suite logique dans le cadre d'une histoire. En plus de ça, l'apparence rudimentaire et simpliste de notre vaisseau et de notre équipage, qui ne sont littéralement représentés que par une poignée de pixels et par un nom, contredit toute règle d'immersion et d'implication du joueur. Et paradoxalement, FTL est un jeu diablement immersif. Le moteur le plus puissant de cette immersion ne se situe pas dans une vue à la première personne ou des graphismes à couper le souffle, mais plutôt dans l'imagination du joueur. En effet, on peut rapprocher FTL de la text adventure avec ses événements présentés de manière plutôt simpliste en un paragraphe. C'est ensuite au joueur de s'imaginer l'aventure en elle-même et les détails qu'on ne lui donne pas. Bien sûr, les combats qui sont à la fois bien équilibrés mais aussi très tactiques et prenants contribuent grandement à l'implication du joueur. Mais la manière de présenter l'histoire et le scénario joue aussi son rôle là-dedans. Contrairement à un Mass Effect, le joueur n'a pas tout un univers minutieusement créé et crafté pour lui dans les moindres détails et dans lequel il peut évoluer et qu'il va pouvoir découvrir à loisir. Ce que FTL nous donne au contraire, c'est une galaxie avec un système technologique donné, un certain nombre de races extraterrestres à propos desquelles on ne sait pas grand-chose et c'est à nous d'imaginer le reste. Et je sais pas pour vous, mais des milliers de joueurs se sont pris au jeu et moi aussi et on peut aisément avancer que c'est justement ça qui fait le charme du titre. Contrairement à plein d'autres productions qui se sentent obligées de nous détailler énormément de choses sur leur background, dans les lignes de dialogue, dans le scénario, etc., dans FTL, on se construit nous-mêmes un scénario à chaque partie et on va s'attacher à notre vaisseau et à notre petit équipage. Et ce sont aussi les mécaniques de gameplay qui font qu'on peut s'imaginer cette histoire et comprendre ce qui se passe quand on est en train de perdre sans avoir besoin de musique dramatique ou de dialogue déchirant. Par ailleurs, il faut noter que la présentation des choix moraux joue aussi un rôle dans cette autonomie du joueur au sujet du scénario du jeu. Le jeu nous donne des choix qui, dans une autre production vidéoludique, pourraient être considérés comme très importants et seraient souvent considérés de manière relativement manichéenne même, en vous disant clairement « tu veux être le gentil ou le méchant dans cette histoire ?» Dans FTL, quand on doit choisir si on abandonne à son sort un vaisseau marchand attaqué par des pirates parce qu'on n'a pas envie de se faire exploser, ou si on veut jouer les héros et tenter de les secourir par exemple, il y a au contraire peu d'éléments narratifs destinés à nous faire réaliser qu'on est en train de faire un choix moral important. Et c'est d'ailleurs le cas à plusieurs reprises. Et si on y réfléchit bien, le choix n'est pas vraiment un choix méchant/gentil, si simple comme on nous les présente dans beaucoup d'autres jeux. C'est un choix qui est plus complexe que ça et qui prend en compte plusieurs éléments, mais qui n'a pas besoin de se présenter comme tel parce que c'est au joueur de se rendre compte lui-même
de la teneur de son choix. Est-ce que je privilégie la mission avant tout et je prends pas de risque? Ou alors je sauve le vaisseau marchand parce que je veux être le gentil de l'histoire? Ou encore je sauve le vaisseau marchand mais pas parce que je suis un chevalier blanc ou que je veux les sauver, non, seulement parce que je suis intéressé au butin et à la récompense. Du coup, c'est assez intéressant de réfléchir sur ce que représente ce genre de choix. Il en va d'ailleurs de même pour le thème de l'esclavage qui est présent dans FTL mais qui n'est pas traité comme central. Il y a des esclaves dans la galaxie, c'est comme ça. À vous de décider ce que vous pensez de ça et si vous souhaitez les libérer, en supporter le commerce ou autre chose. À aucun moment le jeu va vous dire « Attention, l'esclavage, c'est mal ». Il est beaucoup plus subtil que ça et c'est aussi une de ses grandes forces. L'exemple ultime de cette morale, non prise en charge par le jeu lui-même, est le fait que dans FTL, vous incarnez le commandant d'un vaisseau de la Fédération qui combat une flotte rebelle. Ça vous rappelle pas quelque chose ce pitch? Eh ben oui, dans Star Wars par exemple, c'est le contraire justement. Et assez généralement dans la littérature ou le cinéma, les rebelles vont plutôt être vus un peu comme les gentils parce qu'ils se rebellent et c'est souvent admis qu'ils se retournent pour une bonne raison contre une certaine forme d'injustice ou d'oppression et qui veulent un monde meilleur. Et là, encore une fois, ça ne saute pas aux yeux tout de suite parce que le jeu nous présente la chose comme étant de moindre importance, mais on peut se demander si finalement dans FTL, on ne jouerait pas les méchants. Et ces éléments sont libres à l'interprétation et laissent donc, comme tout le reste du jeu, une place énorme à l'imagination puisqu'on ne nous dit rien sur ce qu'est la Fédération ou quelles sont les motivations de ces rebelles qu'on doit combattre. En plus de proposer un concept original et de le faire de manière très maîtrisée, FTL est un bon exemple de ce qui manque aux productions AAA actuelles, en cela qu'il a de l'estime, de la confiance et du respect pour son joueur. Il vous fait confiance pour imaginer des aventures épiques en partant d'éléments plutôt basiques, il propose un challenge relevé et même de la frustration mais estime que vous en êtes capable et que vous réessayerez si vous échouez, et il vous respecte en ne vous considérant pas comme une vache à lait, en soutenant la communauté qui souhaite réaliser des mods et en vous proposant en plus de ça des mises à jour gratuites et débordantes de contenu. En bref, FTL, c'est du bon. Mais bon, si on pouvait avoir le support du Full HD un jour, ce serait cool quand même. On est en 2014 quoi, merde. Et tu parles fort, ok? Ouais. Oh, ces aliens, hein. Et s'il n'y a pas de frontières, ils viennent du ciel directement, bouffer notre pain. Il n'y a plus que les critiques de jeux vidéo qu'on peut avoir, quoi. Salopard! Depuis 1958, la planète Terre est divisée sans que vous le sachiez entre ses habitants humains, les terriens et des extraterrestres venus d'outre-espace afin de nous apporter leur terrible sagesse issue de siècles passés au-delà des étoiles. Et si à la base l'échange était profitable aux deux parties en présence, nous leur avons offert le Jokari, ils nous ont offert la micro-ondes. Cela fait quelques années qu'on a remarqué qu'ils avaient tendance à truster les gens de leur propre race afin de leur donner les meilleurs emplois et les meilleurs investissements. C'est ainsi que nous retrouvons notre héros sans nom, dans un épisode où il va chercher un travail qu'il ne trouvera probablement jamais. Et maintenant, une critique de Dead Space par Pseudoless. Imaginez un peu, nous sommes en 2008 et Dead Space débarque sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Dead Space, qu'est-ce que c'est ? Dead Space est un peu le jeu des improbables, un jeu à tendance horrifique développé par le studio EA Redwood Shores devenu Visceral Games depuis, qui n'avait aucune expérience dans le domaine de l'horreur, si ce n'est le jeu 007 Bon Baiser de Russie, une nouvelle licence en plus avec de la musique de Jason Graves dedans. Jason Graves, compositeur sur Area 51, Jaws Unleashed ou même les Urbs, tout de même, ce n'est pas rien. Et le tout est édité par Electronic Arts, sans doute l'une des pires boîtes de production vidéoludique américaine, voire même l'une des pires boîtes américaines tout court qui n'avait au grand jamais fait dans le jeu d'horreur. Et pourtant il s'est avéré que tout ce conglomérat vidéoludique a donné une très bonne version de Resident Evil 4 dans l'espace. Dans Dead Space, nous incarnons donc un héros masculin qui ne s'appelle pas Léon S. Kennedy, mais bien Isaac Clarke, parce qu'on n'est pas à ça près, et que si tu fais un jeu dans l'espace et que tu sais pas comment appeler ton protagoniste principal, bah t'as qu'à prendre deux noms d'auteurs de romans de science-fiction et les encastrer ensemble. Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, et voilà une magnifique girafe. Et là regardez, nous sommes encore dans l'intro du jeu et je vous montre son visage. Eh oui, toi qui n'as encore jamais joué à Dead Space, je viens de te pourrir le climax du jeu où tu attends les dernières minutes pour enfin découvrir son visage et tout. Sauf qu'on peut le voir au tout début. Voilà. Donc, notre cher Arthur Asimov, Greg Gaiman ou Cormac Matheson, je ne sais plus, il a pris son bac+5 ingénieur de l'espace pour se rendre avec son équipe sur l'USG Ishimura, un immense vaisseau spatial dans lequel sa copine Nicole travaille. Vaisseau dont le but est la récolte de ressources minières, mais à très grande échelle. Dans le jeu, on appelle cela un brise-surface. Ça vous donne une idée de l'échelle.
Bien évidemment, situation standard, cet appel de détresse qui laissait présager une opération de routine avec frais de déplacement cache en réalité une situation ô combien plus grave, impliquant morceaux de gens un peu partout, hémoglobine en abondance et monstres peu sympathiques aux origines encore inconnues. De quoi forcément provoquer la dislocation de notre petite troupe afin que notre héros en grenouillard du futur se retrouve seul avec son cutter plasma et son traceur d'objectifs. Fort d'un univers pas franchement original puisque très inspiré d'Alien, de 2001 l'Odyssée de l'espace ou du vaisseau de l'au-delà, le titre parvient tout de même à s'émanciper tout en conservant une certaine cohérence avec lui-même. Dead Space est un titre efficace qui a également très bien su reprendre ce qui fonctionnait dans Resident Evil 4, et qui s'est même payé le luxe d'amener quelques features sympas tout en rendant le tout un poil plus nerveux, sans pour autant dénaturer totalement l'aspect rigide propre à ce style de jeu. Ainsi, si le personnage peut viser tout en se déplaçant, il n'est pas pour autant hyper vivace. On sent effectivement une certaine pesanteur dans ses déplacements, comme lorsqu'il défonce du pied ses caisses qu'on dirait des grosses Xbox. Pléonasme. Alors on est bien loin des héroïnes de Project Zero bien sûr, mais ça fonctionne tout de même plutôt bien. On se sent pas forcément fragile, mais pas forcément puissant non plus. Autre truc qui fonctionne bien, l'interface, le HUD si vous préférez. S'il n'a pas forcément inventé le concept, c'est bien Dead Space qui a popularisé la dissimulation de HUD. Inventaire en surimpression qui ne stoppe pas le jeu, jauge de vie fixée à la colonne vertébrale de la combinaison, stase pour ralentir ennemis et éléments de décor, télékinésie, zone sans gravité et ou sans air, autant de petits détails très SF qui paraissent tout à fait crédibles et qui viennent servir le jeu et donc le joueur qui n'aura que très peu de répit contre les stremons dégueulasses qui se faufilent partout et dont la découpe de membres est plus conseillée que le simple headshot standard. Ce n'est peut-être pas le plus effrayant, le plus oppressant ou le plus intimiste, mais Dead Space est sûrement le plus réussi des jeux d'épouvante à tendance grand spectacle entre guillemets. Seul réel souci du jeu, une intrigue un peu faible et surtout un dirigisme passablement énervant qui trimballe le joueur du point A au point B, du C au D, puis retour au A pour aller au E. Une chance que le jeu soit à la fois jouable et, mis à part un léger aliasing et des ombres un peu crados, beau à regarder. L'immense brise-surface comme unité de lieu propose un level design intéressant et bien mis en lumière. L'ambiance sonore tabasse et les monstres sont parfois tellement violents avec le héros que j'ai toujours l'impression qu'ils vengent tous leurs confrères de tous les autres jeux du style. Tiens, ça c'est pour tous les zombies que t'as buté dans Resident Evil, tiens, ça c'est pour Pyramid Head, et puis ça c'est pour tous mes copains fantômes de Project Zero, tiens, connard va. Bref, tout ça pour dire quoi? Que la licence Dead Space a été mise en orbite avec un premier opus relativement stratosphérique. Un jeu dans l'espace avec une vraie atmosphère, attendre les rires. Opus qui, j'ai presque envie de dire logiquement, ne s'est pas suffisamment vendu, laissant entrevoir pour la licence une perte d'altitude à partir du second volet et un désagrégement total de toutes ses qualités pour le troisième. Sans compter l'exploitation transmédia opportuniste avec les comics plutôt sympas de Johnston et Temple Smith, les romans ou encore les films d'animation carrément médiocres. Trop de Dead Space partout, trop vite, en voilà une idée qu'elle est bonne pour flinguer ta licence. Je me demande ce qu'en pense Ubisoft. Ah là là, un beau gâchis tout de même Dead Space. Un gâchis qui nous rappelle que la masse a des goûts de chiottes et que les gros éditeurs écoutent la masse. Voilà une morale pleine de gravité dont j'aurais aimé pouvoir me passer. Pendant ce temps, à Bruxelles, notre héros intrépide au sac à dos chatoyant se rend compte des difficultés d'exister dans la capitale européenne. Et maintenant, une critique de Pulseman par Asmar. Pulseman, sorti en 1994 au Japon sur Mega Drive, est un jeu de plateforme développé par le studio Game Freak, qui depuis se sont surtout distingués pour la création de la série des Pokémon, dont les deux premiers opus sont sortis au Japon 2 ans plus tard. Ainsi on retrouve aux commandes de ce titre la même tête pensante, Satoshi Tajiri, le même compositeur pour les musiques, Junichi Masuda, et le même dessinateur, Ken Sugimori.
Mais attention, car ici, point d'aventure grandiose en quête de gloire sur fond de capture d'animaux sauvages, puisque Pulseman raconte comment, dans un futur plus ou moins proche, le monde subit les attaques cybernétiques d'un gang de hackers terroristes du nom de Galaxy Gang, et de leur chef, le diabolique professeur Waruyama. Fruit des entrailles du scientifique japonais le docteur Yoshiyama et des lignes de code de sa propre création, l'ordinateur Sea Life, dont le brave docteur tomba fou amoureux, c'est alors au jeune Pulseman, accompagné de son amie numérique Béatrice, de contrecarrer les attaques du Galaxy Gang au niveau planétaire. Ainsi, le jeu nous propose de parcourir le monde au travers de différents niveaux en scrolling horizontal aux commandes de Pulseman, qui bénéficie pour se défaire des multiples obstacles du Galaxy Gang de différents mouvements, dont plusieurs assez inédits. Mais de quoi est-il question exactement? Non, question man, là tu es en retard, hein. J'ai déjà expliqué de quoi ça parle. Oh mince. Désolé. Mais c'est quelle heure là? C'est l'heure du... Guide stratégique. Pulseman peut, de base, sauter et attaquer. Son coup de base lui fait faire un coup horizontal, mais il peut aussi se baisser pour faire une balayette. Le saut peut se coupler au bouton haut afin d'effectuer un coup de pied retourné classieux et parfois bien pratique, et en accumulant de l'énergie électrique, que cela soit tout bonnement en marchant sur plusieurs mètres, ou plus simplement en exécutant une habile esquive en dash avant, Pulseman peut carrément envoyer une boule d'électricité en ligne droite, et, surtout, en utilisant le bouton d'esquive qui d'habitude lui confère une très courte période d'invincibilité, il peut se convertir lui-même en une boule d'électricité invulnérable qui lui permet, d'une part, de pouvoir rebondir sur les surfaces qu'il rencontre en éliminant les ennemis sur son passage, et d'autre part, d'avoir la capacité de s'insinuer dans les réseaux électriques, électroniques et informatiques, ce qui est forcément bien pratique pour parcourir certains passages. Mais surtout, pour pourchasser des terroristes cybernétiques, même jusqu'au bout du monde numérique. Rien n'arrête le Pulseman. À part l'eau. Qui annule ses pouvoirs. Ouais, c'est un peu sa kryptonite. Ainsi, vous l'aurez compris, même si Game Freak ne nous propose pas avec Pulseman une véritable révolution en matière de gameplay, force est de constater que nous avons affaire à une formule plateforme-action d'excellente facture. L'action est fluide, les contrôles sont intuitifs et les graphismes sont fort jolis. Il y a des senteurs de Megaman dans le level design, qui est parfois très inventif, et des arômes de Sonic dans les combats de boss. Ce jeu nous flatte les sens. Oui, non mais d'accord, mais je vois ce que vous voulez dire, mais laissez-moi finir. Car effectivement, si encore une fois nous avons droit à un jeu assez classique et très efficace dans son gameplay, son propos lui a permis aux développeurs d'explorer des possibilités inédites en matière de direction artistique. En conséquence, si les aventures de Pulseman à travers le monde des hommes nous permettent de visiter des environnements familiers comme la ville, la forêt, la montagne ou le désert, sur des musiques entraînantes, en traversant le cyberespace, Pulseman évolue dans des décors complètement psychédéliques, envahis d'une musique bien plus expérimentale. Car au final, tout le thème du jeu, profondément scientifique et, osons le dire, profondément japonais, est là. L'homme d'un côté, la machine de l'autre, s'affrontant souvent pour provoquer de grands désastres, et s'unissant parfois pour produire de grands progrès, dont ici le jeune Pulseman est sans doute le plus retentissant. Et il est vraiment dommage que ce jeu n'ait finalement pas connu le succès qu'il aurait mérité. Son gameplay plutôt classique, péchu et travaillé, n'aurait-il donc pas suffi à contrebalancer les risques pris dans la direction artistique ? Peut-être, mais surtout, le jeu, pendant plusieurs années, n'a malheureusement jamais dépassé les frontières du Japon, privant le reste du monde d'un titre qui aurait pu devenir un grand classique de la Mega Drive. D'autant que sa difficulté, très judicieusement dosée, en fait un jeu qui, bien que classique, reste assez accessible, même aux allergiques du genre plateforme en 2 dimensions. La solution, ma foi, vous pouvez toujours l'émuler, comme pour cette version dotée de pratiques sous-titres en anglais, ou bien vous pouvez désormais vous le procurer vous-même par la console virtuelle de la Wii, sur laquelle Pulseman est finalement disponible pour un prix modique. Que demande le peuple ? C'est simple. Quand il appelle à l'aide, et que le désespoir cybernétique frappe la planète, c'est alors que se dresse l'enfant de l'homme et produit du numérique. Le germe de la justice. Son nom, Pulseman. Due to the efforts of Pulseman, the case was completely solved. Mets les lunettes. Non! Mets les lunettes. Non! Mets les lunettes. Pourquoi? Mets les lunettes. Non! Mets les lunettes, je te dis. Jamais!
On va les mettre ces lunettes. Oui, d'accord. Monsieur! Et maintenant... Salut tout le monde, c'est Le Masque, et dans cet épisode-ci du Pixel d'Argent, que vous aurez certainement remarqué être placé sous le signe de la science-fiction, je vais vous parler un peu de Robotron 2084, un jeu qui certainement est un classique inoxydable du jeu d'arcade sorti au début des années 80, mais surtout un classique du jeu d'arcade sorti au début des années 80 qui représente très bien à quoi ressemblait le jeu vidéo avant que Nintendo ne mette la main dessus, car c'est certainement un jeu qui est vraiment violent, pas dans ce qui vous est présenté à l'écran, non, mais par le système que vous allez ressentir en y jouant, le sentiment. Donc Robotron 2084, c'est un jeu de le collectif VidKids réalisé pour William Electronics Incorporated, c'est sorti uniquement en arcade en 1982. C'est à la base une adaptation d'Orwell en domaine de jeux vidéo, et donc il en sort un twin stick shooter, l'un des premiers twin stick shooters de l'histoire de l'humanité, et dans le futur, c'est intéressant, il y a des monstres, les Robotrons, qui sont des robots qui ont décidé que l'humain leur était inférieur et qu'ils allaient devoir l'exterminer, dans un moment tiré du meilleur de Doctor Who. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité, une chose dont j'ai certainement l'habitude, et grâce à des accidents d'engineering génétique, vous avez des pouvoirs super humains qui vous permettent de lancer des rayons par votre postérieur dans toutes les directions qui sont disponibles sur un stick à 8 directions, donc vous avez grosso modo 8 directions. Le principe est assez simple, si vous avez déjà joué à Super Stardust, si vous avez déjà joué à Geometry Wars, si vous avez joué à des jeux de ce type-là, vous connaissez comment ça fonctionne. On se bouge avec le stick gauche et on tire sur les choses avec le stick droit, et c'était déjà le cas en 1982, car c'est l'un des premiers représentants de ce style de gameplay. Alors il faut dire que le Gunfight de Nishikado est sorti en 1975, représente probablement le premier moment où on a utilisé deux sticks pour réaliser ce type d'effet, mais vu que c'était un jeu où on était censé se battre contre des gens qui décidément avaient un flingue et on se déplaçait pour éviter leurs jets, on ne peut pas imaginer que ce soit nécessairement un shmup à tableau comme celui-ci où l'on se défait de monstres qui sont présents et certainement très difficiles à lire. Alors, vous avez déjà entendu parler du collectif VidKids, c'est certainement deux créateurs qui à la base travaillaient chez William Electronics qui ont réussi à se faire virer et à garder leur job en disant non mais on va vous faire vos jeux en sous-main, vous allez nous donner un magnifique contrat et on va faire les jeux comme ça. Et ils y sont arrivés. Ce qui est assez remarquable, c'est Eugene Jarvis, un des pionniers du développement de jeux vidéo, il a travaillé chez Atari Williams, il est responsable de Defender, de sa suite Stargate, de Narc, de Smash TV et Super Smash TV, ou même les Cruisin', vous savez Cruisin' USA, Cruisin' Exotica, tous ces jeux-là qui étaient sortis sur N64. Il est dans tout ça, car c'est deux personnes, le collectif VidKids par Lawrence E. Demar, ou L.E.D., vous savez, Larry Demar, un mec qui a certainement beaucoup bossé dans le jeu vidéo, qui a aussi travaillé sur Defender et sa suite Stargate, Blaster, ce Robotron 2084, mais qui est aussi responsable de quelques-unes des meilleures tables de pinball de l'histoire de l'humanité, comme par exemple celle de Twilight Zone et de The Addams Family. Alors dites-vous simplement ceci, j'ai envie que vous gardiez de ce jeu l'une des magnifiques citations qui a été réalisée par son créateur. Un jour, Eugene Jarvis a dit précisément ce que je pense sur le jeu vidéo, et il l'a dit des années avant même que je naisse, et je trouve que vous devriez prendre le temps d'écouter cette phrase. Il a dit « La seule utilisation légitime d'un ordinateur est de jouer ». À une époque où on voit beaucoup d'affaires de « Oh non, on va aller voler des photos nues de science-fiction, de les célébrités en utilisant le pouvoir de nos ordinateurs », il faut bien revenir à la base de se dire que les ordinateurs, à la base, c'est fait pour éduquer ou pour jouer, et que la manière la plus pure de l'utiliser, c'est certainement de l'utiliser pour jouer. Mais si vous voulez, vous pourrez ensuite utiliser votre ordinateur pour jouer à Robotron 2084 et vous rendre compte que c'est un jeu réellement compliqué. Je tiens à prendre ces dernières minutes, ces dernières secondes, que dis-je, pour remercier tous les gens qui sont venus dans le Pixel d'Argent, que ce soit les gens de maintenant ou les gens d'auparavant. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits. Je remercie au passage tous les gens qui m'ont aidé à réaliser l'émission en filmant les choses avec moi. Je retiens aussi à évidemment remercier Neil Cambier de m'avoir aidé, Frevin Turple qui nous joue ici le rôle de Roddy Piper. Tout ceci a été particulièrement fun, je ne saurais jamais vous remercier assez. Merci, merci, merci beaucoup. Ça a été une expérience réellement plaisante, vraiment fun. À bientôt.